Si toi et moi ne pouvons pas aller tuer notre voisin et lui voler son pétrole parce que tout le monde sait que c'est mal, alors pourquoi le gouvernement le fait-il? Les Iraniens, je crois qu'ils étaient honnêtes avant cette administration, avaient conclu un accord provisoire pour que ce soit moindre. Je les crois quand ils disent que leur objectif n'est pas d'avoir une arme nucléaire. Et pourtant, quand on regarde les navires qui les entourent, ils ont tous des armes nucléaires à bord. Je veux dire, ils seraient négligents s'ils n'en avaient pas. C'est un peu comme dire, il y a 500 criminels devant ta porte. Ils vont entrer et prendre ta maison, et ensuite dire, eh bien, la seule chose que tu n'as pas le droit d'avoir, c'est une arme chez toi. Bienvenue à World Affairs in Context, tout le monde. Je suis votre hôte, Lena Petrova, et aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel. Je suis très honorée d'accueillir à nouveau le Dr. Ron Paul dans notre émission. Le Dr. Paul n'a bien sûr pas besoin d'être présenté. C'est une légende, aimée et respectée par des millions de personnes. Ancien membre du Congrès américain, il est l'une des voix les plus influentes de la pensée politique libertarienne moderne. Représentant le Texas au Congrès pendant des décennies, il est devenu largement connu pour sa défense constante d'un gouvernement limité, d'une monnaie saine et d'une politique étrangère non interventionniste. Aujourd'hui, le Dr. Paul continue d'influencer les débats sur l'économie, les libertés civiles et la politique étrangère des États-Unis à travers ses écrits, ses conférences et ses commentaires dans son propre podcast, The Liber Report, dont je suis une grande admiratrice. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Dr. Paul, bienvenue à nouveau. C'est un vrai plaisir de vous revoir. Eh bien, c'est très agréable d'être à nouveau avec vous. Dr. Paul, en repensant à votre passage au Congrès, il est clair que les avertissements que vous aviez formulés au sujet de l'interventionnisme étranger se confirment aujourd'hui même. Vous avez depuis longtemps mis en garde contre les dangers de l'implication des États-Unis au Moyen-Orient. Considérez-vous la guerre actuelle avec l'Iran, une guerre de choix, comme la continuation du même cycle interventionniste amorcé après le 11 septembre? Ou s'agit-il d'une toute autre situation? Vous savez, dans une certaine mesure, ça nous accompagne depuis très très longtemps. Nous n'avons jamais eu une politique étrangère parfaitement non interventionniste, même à notre fondation. Les graines en avaient été semées, même si c'était mieux que tout ce qui avait été conçu auparavant. Et pourtant, cela s'est fait progressivement, mais la situation s'est beaucoup aggravée. L'interventionnisme, l'internationalisme, les Nations Unies, l'OTAN, tout cela. C'est vraiment propre à ce siècle. Je pense qu'une partie de cet interventionnisme s'est éloignée de l'idée de confier davantage de responsabilités au Congrès américain et au peuple quant à la décision d'entrer en guerre ou de provoquer des guerres. Cela appartient à ce siècle, et on pourrait dire que cela a commencé avec Teddy Roosevelt et Franklin Roosevelt. Woodrow Wilson avait dit qu'il nous tiendrait à l'écart de la guerre. Puis il a presque supplié et imploré pour que nous entrions dans la dernière phase du conflit et que nous participions à la Société des Nations. Cela dure donc depuis longtemps. Ensuite, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale a été la même chose. C'était de l'interventionnisme, mais encore plus agressif que pendant la Première Guerre mondiale. Et de là sont nées les Nations Unies et l'OTAN. Les graines avaient été semées à ce moment-là. Mais déjà à l'époque, certains nous mettaient en garde. Vous savez, Robert Taft était très clair sur cette question. Il ne pensait même pas que nous devrions faire partie de l'OTAN. Aujourd'hui, cela s'est transformé en quelque chose de différent, surtout au cours de cette dernière décennie. Et même avec cette administration, c'est bien plus agressif. Et vous savez, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'ils sont simplement un peu plus honnêtes.
Bon, c'est une façon cynique de le formuler, mais au moins ils sont directs, du genre « Oh oui, je suppose qu'il vaut mieux aller chercher ce pétrole au Venezuela, n'est-ce pas ?» Et ainsi de suite. Ce n'est pas un secret. Quand Eisenhower l'a fait, le premier véritable acte d'interventionnisme malsain remonte à 1953. Lui et les Britanniques sont intervenus pour récupérer le pétrole d'Iran, ironiquement. Et vous savez, il y a eu quelques aspects positifs qui en sont sortis, mais l'intervention n'a pas disparu. Elle est revenue. Et nous voilà donc toujours coincés dans ce cycle d'interventionnisme. C'est pourquoi les non-interventionnistes doivent sans cesse défendre leur position. Il faut simplement rester en dehors de ces affaires. Ce n'est pas bon. Et les preuves sont accablantes. Je ne comprends pas pourquoi nous, en tant que libertariens, ne faisons pas un meilleur travail. Tu vois? Parce que ça n'a aucun sens de défendre l'idée d'intervenir ici. Tu sais, j'étais dans mon émission aujourd'hui et j'ai fait une remarque. J'ai dit que nous parlions du mensonge, du fait d'avoir été trompés pour entrer dans ces situations. Mais je crois que j'ai décidé, sur le moment, que probablement mentir à propos de la guerre, si l'on peut classer les mensonges selon leur gravité, nous mentir pour nous entraîner dans une guerre pourrait être l'un des pires types de mensonges. Parce que, quand on y pense, nous n'avions pas besoin d'entrer dans la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, eh bien, nous nous y sommes engagés par nos propres manœuvres, et cela aurait pu être évité avec une politique étrangère purement non interventionniste. Mais c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas. S'ils le faisaient, ils n'accepteraient pas cela. Et maintenant, nous en sommes là. Et ils pensent que, vous savez, ils enjolivent les choses. Ils contrôlent le message. Donc, si vous n'êtes pas pour, vous êtes antipatriote. Ils rejettent toutes sortes de fautes sur les gens. Mais on dirait que ça va durer un moment. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner et dire « Eh bien, c'est comme ça ». C'est une guerre d'idées, une compétition entre des idées. Et franchement, je pense que nous faisons plutôt du bon travail en tant que non-interventionnistes. Je pense qu'une personne comme vous, avec un public, eh bien, il nous faut des milliers de personnes comme ça. Et vous savez quoi? Je pense qu'elles existent. Mais les gens qui ont le contrôle, la petite minorité qui contrôle le système et toute l'information, les journaux télévisés et tout ça, je pense qu'il faut regarder cela de près. Je suis sceptique, il se passe beaucoup de choses sur Internet et ailleurs. Mais nous l'utilisons tout le temps. Et nous diffusons un message. Donc c'est le bien et le mal. Cette lutte dure depuis longtemps. Il faut simplement y faire face. Donald Trump s'est présenté comme le président qui mettrait bien sûr fin aux guerres sans fin. Les États-Unis combattent maintenant l'Iran, ce qui constitue une trahison de la promesse qu'il avait faite pendant sa campagne. Et Trump lui-même a admis, il y a quelques jours, qu'il ne voulait en réalité pas faire cela. Il ne voulait pas attaquer l'Iran. Quelle est votre interprétation du fait que Trump ait fait campagne en tant que candidat de la paix, puis qu'il ait ensuite bombardé le Yémen, la Somalie, l'Irak, la Syrie, le Nigeria, le Venezuela et maintenant l'Iran, le tout au cours des 13 premiers mois de son second mandat? Est-ce une trahison? Et selon vous, qu'est-ce qui a motivé ce changement dans sa position en matière de politique étrangère? Je ne pense pas que quiconque puisse connaître la réponse parfaite à cela, ou la comprendre pleinement, parce que je suis devenu cynique à propos de tout ça. Je suis tellement cynique que même si Trump te disait à ce moment-là ce qu'il croit sincèrement, ce serait déroutant. Je pense que c'est un problème psychologique qui va au-delà de la simple confiance ou du bon sens. Ce n'est pas un mensonge clair et simple. Je pense que c'est presque comme une maladie du nihilisme. Ils ont été endoctrinés psychologiquement, autant que politiquement. On ne peut pas vraiment connaître ses réponses. Il faut se fier à son ressenti. C'est dans mes tripes. Je pense qu'ils y croient vraiment. Et c'est important.
parce que nous devons comprendre ce que pensent les personnes responsables de ce message, afin de pouvoir, tu sais, rivaliser avec lui. Mais je pense que ça existe depuis longtemps, même si cela semble plus étrange aujourd'hui. Cela suscite le cynisme, car c'est assez difficile à expliquer. Certaines personnes ne deviennent pas simplement cyniques comme nous pourrions l'être. Elles disent « oui, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut juste accepter ». C'est tout le système maintenant. Cela se transforme en un zèle patriotique. C'est ça, le danger. Tu sais, aujourd'hui j'ai lu quelque chose à propos de la démission de Kent, et ils en parlaient sur les blogs. Ils disaient que c'était une trahison, le fait qu'ils disent la vérité. Voilà un type qui en a enfin assez, qui voit clair, commence à dire la vérité, et soudain, c'est ça qu'il ne supporte pas. C'est une bataille entre le cynisme et le mensonge, et aussi le rejet de l'idée que les gens ne peuvent pas trouver la vérité. Eh bien, il n'existe pas de vérité parfaite, j'en suis conscient. Mais avancer dans une direction particulière est très très important si l'on cautionne le système du mensonge. Je reste convaincu que cela concerne un petit nombre de personnes et qu'un grand nombre de gens dans ce pays, d'après ce que j'ai pu en voir, sont encore fondamentalement bons. Et combien de personnes diraient si l'on retirait la politique de l'équation? Combien diraient si on leur proposait « Nous avons une société dans laquelle nous aimerions vous inviter, mais nous n'avons qu'une seule règle, et c'est une loi naturelle. » Ça dit que tu ne peux pas mentir, tricher, voler ou tuer. Est-ce que tu voudrais venir dans un endroit comme ça? Il faut suivre ces règles, pourtant, et ce n'est pas si compliqué. Je pense que la plupart des gens diraient « Tu sais qu'ils croiseraient probablement les doigts ou quelque chose comme ça. Ils feraient sans doute une exception. » Leonard Read, de la Fondation FEI, disait que tout le monde a un « mais ». Tu sais, ils disent « Oui, j'approuve tout ça, mais pour moi, j'ai besoin de ceci et j'ai besoin de cela. » Et ça, c'est philosophique. C'est très, très important. Comme j'essaie de le souligner, c'est tellement important. Quand j'ai un groupe de personnes qui se sont un peu ralliées, elles me demandent « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » Bien sûr, je dis « Fais ce que tu veux faire. » Mais si tu es arrivé à la conclusion qu'une société libertarienne vaut mieux qu'une société autoritaire, je pense que tu as une responsabilité morale. Nous ne pouvons pas t'y contraindre, ce n'est pas possible. Mais je leur mets la responsabilité sur les épaules. Tu as le devoir de diffuser ce message pour ton propre intérêt. Plus nous sommes libres, mieux c'est pour nous. Mais si tu fais cela et que tu l'introduis, cela devrait se propager. Et tu sais, comme je l'ai souvent dit, on ne peut pas arrêter une idée dont l'heure est venue. Je continue de soutenir qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent en savoir plus sur ce qu'est réellement la liberté. Comme vous l'avez mentionné, de plus en plus de critiques et d'experts en politique étrangère affirment désormais que la politique étrangère américaine est trop influencée par des alliances privées et des intérêts de lobbying. Et comme vous venez de le dire, Joe Kent, le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, a démissionné cette semaine. Je voudrais simplement citer pour nos téléspectateurs 2 phrases de sa lettre de démission. Il a déclaré « Je ne peux pas en toute conscience soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation et il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. » Dr Paul, comment pouvons-nous empêcher la politique étrangère des États-Unis d'être guidée par des intérêts particuliers et des groupes de pression plutôt que par le peuple américain? En tant que libertarien, quelle serait votre approche pour contester ce problème persistant qui oriente la politique étrangère américaine au service d'autres acteurs plutôt que du peuple américain?
Eh bien, cela relève du domaine de l'éducation et de la compréhension. J'ai plus d'armes nucléaires que toi. Et je pense que les gens qui tombent dans ce piège, cela dure, je dirais, depuis l'ère progressiste dans l'éducation, au début du siècle dernier. Leur expression favorite, tout ce qu'on entend d'eux, c'est « nous devons répandre la démocratie ». Et je pense que la démocratie est l'un des malentendus les plus sinistres qui soient, parce qu'elle signifie simplement qu'on réunit un groupe, qu'on obtient 51%, et qu'ils écrivent tout. Ils contrôlent tout. Qui contrôle-t-il? Les minorités. Et les minorités adorent la démocratie. Elles ont été dupées. Et ensuite, que font-elles? Elles font ce que vous suggérez. Il y aura beaucoup de groupes d'intérêt particuliers. Il n'y aura pas qu'un seul groupe. Vous savez, il y a les néoconservateurs et tout ça, mais combien de personnes différentes? Celles qui tirent profit de tout cela, et vous savez, sont conditionnées pour diverses raisons. C'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Mais c'est toujours au nom de la démocratie. Et ils pensent faire le bien simplement en permettant aux gens de voter. Et qu'obtient-on au final? On se retrouve avec des élections très très malhonnêtes, parce qu'il suffit de former cette coalition dans un pays qui a été, et qui reste encore en grande partie, très riche et très chanceux, disposant de ressources naturelles et bénéficiant d'un effort artificiel pour nous donner la monnaie de réserve mondiale. Je veux dire, c'est une immense richesse. Et ils ne représentent peut-être que 10 ou 15% de la population, mais ils savent comment contrôler le reste. Pour moi, tout tourne autour de la compréhension éducative et des gens. Et c'est pourquoi je suis toujours ravi d'avoir des retours de personnes qui, grâce à certains de nos travaux, se sont éveillées à une vision plus large, au-delà du clivage démocrate-républicain, tu vois, et des intérêts particuliers. Et la conséquence de tout cela, c'est le dilemme dans lequel les politiciens se retrouvent, car beaucoup d'entre eux se présentent. Et on pourrait probablement inclure le président dans cette catégorie, sur des thèmes qui leur permettront d'être élus. Et l'électorat est conditionné à penser que la démocratie est sacrée. Il faut des votes, il faut des votes. Tout cela a été réglé. Mais le véritable problème, c'est que voilà ce qui se passe, et ils ont perdu le contrôle. Je veux dire, la fondation de ce pays a connu beaucoup de problèmes, mais il s'est vraiment construit grâce aux familles et aux communautés qui se rassemblaient, plutôt que par le haut. Vous savez, si vous êtes dans un pays primitif aujourd'hui, vous n'avez pas les Nations Unies qui viennent vous dire quoi faire au départ, mais c'est ce que nous faisons maintenant. Et les gens au pouvoir aiment cette idée, parce que si nous voulons contrôler le pétrole, eh bien, cela signifie qu'il faut aller là où se trouve le pétrole. Le Venezuela, ils ont du pétrole. Ah, et l'Iran, alors, peut-être qu'ils ont trop de pétrole. Ou l'Irak. Et cela conduit à toutes sortes de mensonges et de tricheries, ou à dire aux gens, c'est la faute de ces gens-là. Et ils croient à tout ça. Vous savez, nous allons envahir l'Irak, puis l'Iran, puis le Venezuela, et nous paierons pour tout. Et donc nous avons pris le contrôle essentiellement du Venezuela. Et pourquoi ne pas payer toutes les factures avec ça? Qu'ont-ils fait? Ils avaient 100 milliards de dollars. Et maintenant, ils veulent 50 milliards de plus pour maintenir cela. C'est donc toute cette idée de, vous savez, pure démocratie. Mais au final, on se dit qu'ils mentent, trichent et font toutes sortes de choses. Ils déclenchent des guerres et le peuple les suit parce qu'il a peur et qu'il est effrayé. Alors il les laisse faire. Mais comment cela peut-il s'arrêter? Dans notre situation où nous voulons être plus libertariens, les gens continuent de voter pour l'argent, ils déclenchent toutes les guerres, et pourtant le peuple est terrifié. Vous savez, ils disent, et en Irak, quand j'essayais d'empêcher cette guerre au Moyen-Orient,
Ils ont dit qu'ils avaient une arme nucléaire et qu'ils étaient capables de bombarder New York, ce genre de choses. C'est donc une idée de ce que les gens disent quand on parle d'organiser des élections. Mais je pense que la démocratie favorise ce genre de comportement, parce que les gens ne seront pas toujours, vous savez. Si l'on prend les grands économistes libertariens, je ne sais pas quelle influence ils ont. Nous avons besoin de plus de cela. Parce que je pense qu'un grand nombre de personnes sont, vous savez, persuadées de suivre les démagogues. Et donc nous sommes confrontés à la démagogie, et les gens qui la suivent, ils ont peur. Et c'est toujours la peur. Et ils vont, tu sais, mourir de faim. Donc c'est le mensonge. Je vois cela comme un affrontement entre, tu sais, la loi naturelle, toute loi, et le nihilisme et la peur qu'on inspire aux gens. En ce moment, je dirais que le nihilisme domine l'apparence de ce qui se passe. Mais je crois toujours que diffuser notre message devient plus facile, pas plus difficile. Alors Daniel et moi avons notre émission que nous faisons, et il vient, et nous parlons de quelque chose de négatif. « Oh, tu as vu ça ?» Je dis, « Ne t'en fais pas. À cause de cette stupidité et de cette annonce idiote ici, nous avons probablement juste obtenu, tu vois, je parle au sens large. Il y a probablement 10 000 personnes parmi les millions que nous sommes qui ont vu cela et se sont dit « Eh, ça suffit maintenant. » Alors, la mauvaise nouvelle, enfin espérons, peut-être que c'est trop optimiste, c'est que les gens vont enfin se réveiller. Mais je dis, faites-le avant la tragédie. C'est pourquoi, vous savez, pensez simplement à l'épisode du COVID. Quand les gens ont enfin entendu parler de ça, le COVID, ils se sont réveillés et ils ont agi. Et cela s'est fait assez rapidement. Je veux que les gens le remarquent avant. Le Vietnam, dans les années 60, j'ai été appelé sous les drapeaux à cette époque. Et c'était, oh, tant de morts et de destruction. Et puis, finalement, nous avons dû admettre que nous avions tout simplement, vous savez, perdu la guerre comme en Afghanistan. Alors pourquoi devons-nous passer par là? Combien d'années cela va-t-il encore durer? Et maintenant, tout le monde dit, vous savez, on nous dit qu'il faut faire cela en Iran. On pourrait le faire en 1 semaine ou 2. Et imaginez toutes les bonnes choses que nous pourrions accomplir si nous nous assurions que personne ne vienne prendre ce pétrole. Quelque chose comme ça. Alors ça continue encore et encore. Tout cela repose sur des mensonges. Cela nous ramène à ce qui contrôle vraiment les choses, la fibre morale du pays. Et c'est ce que les fondateurs avaient compris. Vous pouvez avoir votre république, et elle fonctionnera, mais c'est au peuple de décider s'il maintient ou non une norme morale. Et cette norme morale, je pense, peut devenir une norme juridique. Ce n'est pas une norme juridique comme une norme gouvernementale, mais plutôt une loi naturelle. Et cela était connu même avant que le premier livre ne soit jamais écrit. Les gens, quand ils étaient très très primitifs, les choses dont ils parlaient, ils savaient qu'ils n'étaient pas censés tuer. Ils le faisaient beaucoup, mais ils savaient que c'était mal. Nous ne croyons pas au meurtre, mais les gens en commettent encore beaucoup. Je pense que cela explique où se situe le problème. On n'a pas besoin de l'ONU, ni de tout le reste, pour dire aux gens qu'ils ne devraient pas mentir, tricher ou tuer. Le grand progrès que nous pourrions faire dans la compréhension, c'est celui-ci. Si toi et moi ne pouvons pas aller tuer notre voisin et lui voler son pétrole parce que tout le monde sait que c'est mal, alors pourquoi le gouvernement le fait-il? Si nous ne pouvons pas le faire, et c'était le principal argument de Bastia, si nous enfreignons ces lois pour des individus, nous savons que la plupart des gens, je parierais 95% d'entre eux, reconnaîtraient que s'ils veulent quelque chose de leur voisin, et que leur voisin a plus d'automobiles qu'eux, et qu'ils ont besoin d'une voiture, eh bien ils savent ce qui se passe. Mais ils ne disent pas « oui, c'est ce qu'il faut faire ».
Tu as besoin d'une voiture, la voilà. Peut-être que les gens sont censés sortir, travailler, la gagner et acheter une voiture. C'est donc une de ces choses. Si toi et moi ne pouvons pas le faire, et que c'est considéré comme mal, alors les gens au gouvernement ne peuvent pas le faire non plus. Ils se cachent derrière le pouvoir gouvernemental et disent « Il suffit d'obtenir le vote de la majorité. La démocratie résout tous ces problèmes. » Je pense que la démocratie crée la plupart de nos problèmes. J'aimerais revenir sur l'une des déclarations que vous avez faites. Vous avez dit que les élites de la politique étrangère des États-Unis affirment toujours « Eh bien, nous devons répandre la démocratie au Moyen-Orient ». Et je pense que cela apaise le public américain, car il se dit « Oh, eh bien, cela doit être une bonne cause. Donc cela doit justifier une autre guerre au Moyen-Orient. » Puisque nous répandons la démocratie. Mais le fait est que les gens ne se rendent pas vraiment compte que ce n'est qu'un vernis utilisé pour justifier l'intervention étrangère, pour justifier la violence et le bombardement de population. On ne peut pas bombarder des gens, on ne peut pas leur donner la liberté en les bombardant. Exactement. Et c'est précisément ce que nous faisons en ce moment en Iran. Historiquement, les tentatives de changement de régime au Moyen-Orient ont engendré des vides de pouvoir, une déstabilisation extrême et des insurrections. C'est ainsi que l'État islamique est arrivé au pouvoir parce qu'il y a eu un vide de pouvoir après la chute de Saddam. Par exemple, la destruction de la Libye par l'OTAN en 2011 l'a transformé d'un des pays les plus riches d'Afrique en un État failli avec des marchés d'esclaves à ciel ouvert. Et en Afghanistan, les talibans sont revenus au pouvoir après le départ des États-Unis à l'issue d'une occupation de 20 ans. La guerre en Irak a été une autre catastrophe pour les États-Unis, car nous avons dépensé 2 000 milliards de dollars pour la mener. Nous avons causé plus de 200 000 morts civiles parmi les Irakiens et perdu plus de 4 000 soldats américains. Ce qui m'a personnellement choqué, c'est que le Congrès des États-Unis ait choisi de rester silencieux, du moins pour la plupart de ses membres. En mars 2020, le Congrès a voté contre les mesures visant à restreindre la capacité du président Trump à entreprendre une action militaire contre l'Iran, le Sénat comme la Chambre ayant rejeté ces résolutions. Dr Paul, pourquoi le Congrès américain est-il devenu en quelque sorte complice de la guerre de choix de Trump en Iran? Eh bien, je pense que, d'abord, on leur a enseigné différemment depuis 120 ans quelles sont leurs responsabilités. Ils présentent les choses comme si c'était bien de pouvoir aider les gens, de sortir et de s'occuper d'eux. Donc, ils sont conditionnés à le faire. Et puis, ils y voient aussi leur propre intérêt. Vous savez, eh bien, nous devons faire ceci, et nous avons besoin d'aide sociale pour les riches et pour les pauvres, et toute cette redistribution des richesses. Donc, ils sont corporatistes à bien des égards, parce que les entreprises contrôlent tout cela. Ce qui est, le corporatisme conduit généralement à un type d'État plus fasciste, parce qu'il échoue toujours, et il échoue depuis longtemps. Et c'est pour cela que vous voyez de plus en plus de choses de ce genre se produire. Mais pour moi, c'est avant tout un problème philosophique. Le fait que les gens pensent être du côté de la justice, parce qu'ils disent « Eh bien, nous devons redistribuer la richesse, car quelqu'un a besoin de quelque chose. » Et il s'avère que le système ne fonctionne pas. Nous nous en sommes sortis grâce à des circonstances particulières. Nous étions très riches, nous n'avions pas subi les dégâts que les guerres mondiales ont causés. Et nous avions les ressources naturelles, donc nous avons pu les consommer. C'est un peu comme un enfant gâté dans une famille. Il a de la largesse, il est pourri gâté. Et nous étions ainsi, parce que cela semblait sans fin. Mais ce qui est si intéressant, si l'on peut dire, c'est que tout cela va se désagréger, parce que nous ne pouvons plus continuer ainsi.
Le dollar est sous pression, le dollar s'affaiblit, et notre politique étrangère aussi. Pensez simplement à hier, quand ils ont demandé, quand le président a dit « Eh bien, nous avons tout gâché, le pétrole ne peut pas sortir, et nous en avons besoin. Alors, je vais m'en occuper. J'appellerai tous nos amis, et nous avons beaucoup d'amis, vous savez. Nous réglerons ça en une semaine. » Et il dit « Envoyez quelques navires ici. Ouvrez les détroits. » Personne n'est venu, parce que nous avons perdu toute crédibilité. Et quelqu'un dira « Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est les forcer à venir. S'ils ne le font pas, bombardez-les. Et s'ils profitent de nos avantages, coupez-leur les fonds. » Ce ne sont que des menaces et des sous-entendus que les gens lancent à tout va. Cela existe, et c'est vraiment difficile à gérer, parce que les problèmes vont s'aggraver. Vous savez, c'est la conséquence du système. C'est pourquoi il est si important pour nous de comprendre le message de la liberté et de veiller à ce que, eh bien, ils ne devraient pas enseigner cela à la maternelle et tout le reste. Mais il ne s'agit pas de prendre le contrôle des maternelles et des écoles publiques. Non, c'est là le problème. C'est eux qui les ont prises en main et ils y enseignent toutes ces choses. Et ils avaient toutes sortes de motivations derrière cela. Ce n'est pas par générosité, car je pense que les preuves sont assez claires. Lorsqu'on a un État de ce genre, même aujourd'hui, quand on entend parler d'un maire ou d'un pays qui adopte le socialisme pour aider les pauvres, ils vivent dans des demeures luxueuses. Ceux qui promeuvent cela et prétendent qu'ils vont aider les pauvres, la seule chose qui aide réellement les pauvres, c'est la liberté. Absolument. J'ai une question à propos de la politique de Trump et de la non-prolifération nucléaire. Certains affirment que l'action militaire dissuade la prolifération nucléaire. C'était l'un des principaux arguments que Trump a utilisé pour déclencher cette guerre, car il disait « Eh bien, l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires, même si Israël n'est pas parti au TNP et possède plus de 200 ogives nucléaires. » Mais d'autres estiment que Trump a simplement donné aux États non nucléaires une raison de rechercher des armes nucléaires à tout prix, comme ultime moyen de dissuasion, car personne ne va désormais tenter de changer le régime en Corée du Nord, alors que l'Iran est clairement devenu une cible. Quel effet pensez-vous que la guerre en Iran aura sur la non-prolifération nucléaire dans le monde? Eh bien, je pense que l'exemple que vous avez donné est plutôt bon. Vous savez, les Iraniens, je crois qu'ils étaient honnêtes avant cette administration, en reconnaissant qu'ils avaient travaillé dessus et qu'il y avait un accord provisoire pour en faire moins. Je les crois quand ils disent que leur objectif n'est pas d'avoir une arme nucléaire. Et pourtant, quand on regarde les navires qui les entourent, ils ont tous des ogives nucléaires à bord. Je veux dire, ils seraient négligents s'ils n'en avaient pas. C'est un peu comme dire, il y a 500 criminels devant votre porte. Ils vont entrer et prendre le contrôle de votre maison. Mais ils vous disent, la seule chose que vous ne pouvez pas avoir, c'est une arme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, non, je pense que Trump a interrompu un mouvement dans la bonne direction. Je pense que les Iraniens ne sont pas... Enfin, ils ont des défauts, mais nous en avons aussi. Ce n'est donc pas comme si nous étions parfaits et qu'il leur suffisait de faire comme nous. Il fut un temps où imiter ce que nous avions aux États-Unis était une très bonne chose. Nos premières années, quand nous mettions l'accent sur la liberté individuelle. Mais je pense qu'ils ne vont pas cesser de faire cela. Cela va continuer, malheureusement, car je crois que toute la question repose sur la compréhension des gens. Et je pense que la réponse à votre question est que les politiques que nous avons eues
décourage de s'éloigner des armes nucléaires. Je veux dire, j'ai été appelé sous les drapeaux pendant la crise des missiles de Cuba. Vous savez, quand les Soviétiques avaient des missiles à Cuba. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'il y avait deux pays avec des dirigeants imparfaits. Kennedy avait ses qualités et ses défauts, mais au moins, il parlait à ses ennemis de manière sérieuse. Et tout ce que je sais, c'est que j'étais dans la réserve. Et je n'ai jamais vraiment pensé « Oh, ils vont me prendre, ils vont me prendre ». Je me disais simplement que je ne pouvais rien y faire. J'étais un peu blasé à ce sujet. Et vous savez, quelques semaines plus tard, quand les discussions entre Khrouchtchev et Kennedy ont eu lieu, tout était terminé. Mais ils m'ont gardé dans l'armée parce qu'ils n'avaient pas encore réglé la question du Vietnam. Donc il y a eu tout un remue-ménage à ce sujet. Je pense que lorsqu'ils avancent dans cette direction, et je crois que Reagan a fait quelques bons pas dans ce sens, ce n'est pas comme si rien ne se passait si on ne le fait pas. Voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que Trump a utilisé une arme. Nous donnons tellement d'argent à tout le monde parce que nous pensons être infiniment riches, mais nous ne le serons pas éternellement. Donc, si vous ne faites pas ce que nous voulons que vous fassiez dans vos universités et que vous enseignez ces absurdités, ce que nous allons faire, c'est vous retirer votre argent. C'est une autre arme de contrainte. Mais ils n'auraient jamais dû recevoir cet argent de vous et de moi. Si nous voulons envoyer de l'argent à notre œuvre de charité ou à notre école préférée, nous le pouvons. Mais le fond du problème, c'est que je pense que leurs activités ont créé... Eh bien, cela donne l'idée que moralement, notre politique ici, ces dernières années, a justifié les Iraniens d'en avoir une. Je veux dire, on pourrait dire qu'ils auraient quand même pu faire ceci ou cela, mais je pense que la réponse, c'est que si nous avons une politique étrangère stupide, nous ne ferons que favoriser la prolifération des armes nucléaires. Et peut-être que nous avons besoin de plus de dialogue, comme les Soviétiques et les États-Unis, après la crise des missiles de Cuba. Dr Pollan, peut-être la dernière question pour aujourd'hui. Vous avez bien sûr défendu depuis des décennies une politique étrangère non interventionniste et compte tenu de la situation actuelle avec un puissant lobby pro-israélien et les États-Unis soutenant Israël pour diverses raisons, quelle serait l'approche libertarienne face au conflit d'intérêts au Moyen-Orient, entre Israël cherchant à asseoir sa domination et l'Iran revendiquant sa souveraineté? À quoi ressemblerait concrètement une approche libertarienne de la crise iranienne aujourd'hui? Eh bien, la première chose à faire, c'est simplement de rentrer chez nous, de ramener nos troupes du monde entier. Ce serait la première étape. Et traiter Israël comme nous traitons tous nos amis et voisins. Tout le monde est traité de la même manière, et cela aurait beaucoup de sens. Cela signifie que, dans une société libertarienne, nous ne sommes pas là avec pour seul objectif de redistribuer la richesse, de réglementer les gens et de nous mêler de toutes ces absurdités sur ce qui est bon pour eux ou sur ce qu'ils ont le droit de faire. Nous les traitons de la même façon, ce qui veut dire qu'il ne serait plus nécessaire de débattre pour savoir si nous devrions donner de l'argent à Israël, mais pas à l'Iran ou quelque chose du genre. Non, nous ne devrions en donner à personne. Nous devrions entretenir des relations pacifiques. Tout ce qui est pacifique. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que c'est pacifique. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas initier la force contre d'autres personnes. Vous ne pouvez pas le justifier en disant qu'un pays pense que son voisin va l'attaquer, alors il nous demande de venir s'en occuper. Non, la non-intervention s'applique à tout le monde de manière égale. Je pense qu'il y a eu des périodes dans l'histoire, même dans la nôtre, où quand on me posait cette question, il y a quelque temps,
Si personne ne cherchait à créer des problèmes avec le Canada, je disais, traitez-les comme le Canada. Vous savez, j'ai vécu là-haut, à la frontière. Détroit est en réalité sur la frontière. J'ai dit que je pouvais aller et venir quand je voulais, et je ne me souviens pas que cela ait jamais été difficile. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu de longues files d'attente ou quoi que ce soit de ce genre. Les Américains allaient et venaient, et je trouvais que c'était une assez bonne relation. Bref, je pense qu'il existe des exemples comme celui-là. Il doit y avoir beaucoup d'endroits semblables. Et où est-ce que ça se gâte? Vous savez, nous. Mais combien de gens restaient éveillés la nuit à s'inquiéter du Venezuela? Nous savions qu'ils dépensaient trop d'argent et qu'ils avaient de l'inflation. Et cela finira par changer, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Ils devront affronter le problème. Mais cela ne justifiait pas que nous, vous savez, utilisions l'armée et dépensions des milliards de dollars. Eh bien, à quoi cela servirait-il? Ça ne va pas le provoquer. C'est déjà là. Cela va aggraver et amplifier les choses terribles qui se produisent quand un pays fait faillite. Et l'Amérique a été le pays le plus riche de tous les temps. Quand elle finira par tomber et qu'on reconnaîtra que le pays est en faillite et que le dollar est dans une situation bien pire que ce que les gens pensent, il y aura encore plus de changements. Mais ce que nous devons faire, en tant que libertariens, c'est proposer la solution. Et c'est une solution tellement formidable. Je veux dire, vous savez, quand je parle à des étudiants, je leur explique à quel point la situation est terrible. Mais ensuite, je parle pendant 1 heure et il me reste 10 minutes. Et je leur dis, mais ta vie t'appartient. Tu peux en faire ce que tu veux. Vous n'aurez pas d'impôts, aucune réglementation à ce sujet, mais vous ne pouvez blesser personne. Si vous entreprenez quelque chose, si vous faites des affaires par vous-même et que vous perdez de l'argent ou rencontrez un problème quelconque, vous ne pouvez pas aller pleurer auprès du gouvernement pour obtenir de l'aide, car cela signifierait qu'il la prendrait de force à votre voisin. Et vous savez, ils n'ont pas non plus été rebutés par la solution. Parfois, c'était même ce dont ils se souvenaient le plus. Je crois profondément que la réponse se trouve dans la liberté. Ce ne sera jamais parfait, mais je sais que ce sera bien mieux que d'accepter l'idée d'utiliser toujours plus de gouvernements, toujours plus de force et toujours plus d'armes nucléaires. Cela ne résoudra pas notre problème. Dr Paul, c'est toujours un plaisir d'entendre vos réflexions et de bénéficier de votre expertise. Je tiens à vous remercier sincèrement d'être venu aujourd'hui. Très bien. Remercie, Havj de Dodsa.